Ça fait 15 ans que les conditions d'accès au logement se dégradent en France. Et comme d'habitude, c'est toujours les plus précaires qui trinquent. Le nombre de sans-abri a doublé en 10 ans. Il y a plus de 4,1 millions de personnes qui sont mal logées. Et les listes d'attente pour obtenir un logement social ont littéralement explosé. En Ile-de-France, il faut attendre 10 ans. Mais ce qui a peut-être changé, c'est que ces problèmes d'accès au logement et à la propriété ne concernent plus uniquement les classes les plus précaires. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne qui est visée. Les prix de l'immobilier ont augmenté 5 fois plus vite que les salaires en 20 ans, avec en plus des taux d'intérêt qui remontent depuis 2022. Résultat, dans certaines régions, même un ménage avec 2 CDI plutôt bien payés peut se retrouver à galérer pour accéder à la propriété. Cette difficulté d'accès à la propriété pèse logiquement sur le marché de la location, avec forcément un surplus de locataires exclu de la propriété par les conditions macroéconomique. Ce qui augmente la demande dans des villes qui sont déjà assez compétitives, et ça crée le marché locatif qu'on connaît, dans lequel il faut 2 garants, payer 6 mois de loyer, un CDI et peut-être l'accord du gouvernement pour pouvoir louer un 10 mètres carrés à Paris. Ce tableau, il est assez sombre, et on pourrait être tenté de dire qu'on est déjà en pleine crise du logement. Mais en réalité, utiliser le terme de crise, c'est pas tout à fait approprié. Une crise, c'est généralement quelque chose de soudain, de brutal, c'est un choc qui surprend tout le monde et qui, avec le temps, va finir par s'atténuer. Or, quand on parle du secteur du logement, il n'y a rien de soudain, il n'y a rien de surprenant. On sait depuis longtemps que l'offre, elle est insuffisante, que les prix augmentent, que les inégalités se creusent et que la construction ne suit pas la demande. Construire un immeuble, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend plusieurs années. Donc les tensions actuelles, elles étaient largement prévisibles. Et pourtant, il n'y a aucune politique forte ou de mesures vraiment structurantes qui a été mise en place pour réellement régler ces problèmes. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas vraiment une crise ponctuelle, c'est plutôt l'accumulation lente et continue de difficultés qui n'ont jamais été réellement traitées. Et pire encore, la vraie crise pour le coup, ou plutôt l'accélération de la dégradation du marché, on la voit arriver. Elle est prévisible. Et tous les chiffres montrent que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est rien, c'est un amuse-bouche par rapport à ce qu'on va connaître dans les 10 prochaines années. 2023 et 2024 ont été des années plutôt moyennes économiquement, mais il y a un secteur qui a particulièrement souffert. C'est celui de la construction. Les mises en chantier se sont effondrées depuis 2 ans. En 2023, on était à peine au-dessus des 300 000 mises en chantier annuelles. Et en 2024, on est en train de passer en dessous des 250 000. C'est un chiffre jamais atteint depuis 20 ans, même au pire de la crise de 2008. Même si ce n'est pas le seul facteur, l'offre et la demande de logement ont tout de même un impact fort sur l'accessibilité du marché immobilier. Au XXe siècle, après la guerre, les périodes de grande construction ont permis à une grosse partie de la classe moyenne un accès massif à la propriété et au logement dans des conditions de prix préférentiels très avantageuses. Aujourd'hui, avec un besoin annuel en logement estimé autour de 500 000 par an par les professionnels du secteur, le fait de ne produire que 50% de ce qui est nécessaire va forcément avoir un impact sur la capacité des gens à se loger correctement, puisqu'il faut compter entre 2 et 6 ans entre la mise en chantier d'un projet immobilier et sa commercialisation. L'impact de cette chute de la construction devrait se faire ressentir en 2025, 2026, 2027 et 2028, principalement sur les zones déjà en tension, comme les grosses agglomérations. Et ça tombe mal, parce qu'entre 2025 et 2028, c'est également la date de mise en application d'une loi qui pourrait avoir un impact très important sur le parc locatif, la loi climat et résilience. Cette loi a été votée sous le précédent mandat et elle prévoit d'interdire à la location les passoires thermiques, les logements les plus consommateurs en énergie pour inciter les propriétaires à faire des rénovations, de telle sorte à avoir un secteur immobilier plus résilient, moins polluant. Selon le calendrier actuel, les logements classés G, donc des logements qui consomment entre 2 et 3 fois plus que des logements normaux par mètre carré, ne seront plus louables à partir de cette année. Quand on parle de logements G, on s'imagine des cabanes dans des coins paumés, mais en fait c'est très très concret. Moi j'habite dans un logement classé G, justement dans une zone en tension, l'Île-de-France. Je paye entre 500 et 700 euros de chauffage par mois en hiver, et pour faire des rénovations énergétiques, c'est 80 000 euros. Donc autant vous dire que si je voulais louer demain, ce serait très compliqué. Ces logements classés G, ils représentent autour de 6% du parc actuellement. Et en 2028, ce sont les logements classés F, donc 10% du parc locatif français, qui vont être interdits, donc un très gros morceau. Évidemment, c'est pas moi, sur cette chaîne, qui vais vous dire que cette initiative, c'est une mauvaise initiative. Mais en contrepartie, il faut que l'État aide correctement les propriétaires pour qu'on se retrouve pas avec une bonne partie de ces logements qui soient tout simplement exclus du parc. Parce que les conséquences, elles seraient terribles. Attention, on parle pas d'exclure tous les logements classés G de la location immédiatement, là tout de suite. Cette interdiction à la location, elle va se faire progressivement, puisqu'elle intervient notamment au moment d'un changement de locataire. Et puis, elle ne sera vraiment impactante que si ces contrôles
sont effectivement menées et que les propriétaires suivent la loi. Mais il va y avoir, néanmoins, au fur et à mesure des changements de locataires et de la mise en application de cette loi, un effet de plus en plus fort et ça va se faire sentir. Si on met ça en parallèle avec le niveau de construction qui est faible, on se retrouve tout simplement dans une situation dans laquelle le nombre de logements en location sera largement inférieur au nombre de personnes qui ont besoin de se loger. C'est un problème mathématique très basique, mais qui sera très compliqué à résoudre une fois qu'il sera en place à cause du temps que ça prend de faire des logements supplémentaires. Avant de parler des solutions ou des exemples qui pourraient nous guider dans cette crise, il faut bien cerner le problème. Les difficultés liées au logement sont un problème mondial qu'on constate de manière plus ou moins forte dans tous les pays développés. Ce problème ne se base évidemment pas seulement sur les lois concernant les passoires énergétiques ou la faiblesse de la construction, mais sur des causes beaucoup plus structurelles. Un des exemples les plus évidents de ces phénomènes, c'est ce qu'il se passe actuellement en Amérique du Nord, où on a deux pays qui sont respectivement 17 et 18 fois plus grands que la France en termes de surface, plus dynamiques économiquement, et qui pourtant sont entrés dans une crise immobilière bien plus sévère que ce qu'on connaît ici. Des situations qui devraient servir d'avertissement. En Californie, l'État américain le plus peuplé avec 40 millions d'habitants, le prix médian d'une maison à travers l'État a dépassé les 750 000 $. Avec un taux d'intérêt moyen sur 30 ans aux États-Unis actuellement à 6,7%, acheter une maison normale avec un taux normal sur 30 ans coûte près de 6 000 $ par mois de crédit. Ces prix font qu'il est littéralement impossible pour un ménage qui gagne moins de 100 000 $ par an de devenir propriétaire en Californie. Pour acquérir une maison pas chère dans cet état, il faut 130 000 $ de revenus pour un ménage. Et pour une maison dans la médiane, c'est plus de 200 000 $. Le coût est tel qu'une partie des Californiens est contrainte de quitter leur état de naissance pour des raisons financières. Sauf que là, on parle pas de changer de rue ou de quartier, ni même de ville. On parle de faire 8 heures de route pour aller s'installer dans le Nevada ou dans l'Arizona, simplement parce que ces personnes ne peuvent pas se loger correctement en Californie. C'est comme si un Parisien était forcé de partir en République tchèque simplement pour avoir un toit. Eh bien, pour certains Américains, ça c'est une réalité. Entre 2022 et 2023, il y a 690 000 personnes, soit plus de 1% de la population, qui a quitté la Californie principalement pour des raisons financières. Et cela n'arrête pas les prix qui continue de monter, ce qui, les années suivantes, va contraindre à l'exode des centaines de milliers de Californiens supplémentaires. Quand on se focalise sur ces espaces qui sont, je pense, l'exemple inverse de ce qu'on voudrait pour le marché français, on peut faire une recette de ce qu'il faut pour créer un marché immobilier parfaitement inabordable. Déjà, une demande importante dans des zones ciblées. Demande qui peut augmenter même avec une population qui diminue via des phénomènes de décohabitation. La décohabitation, c'est un phénomène qu'on observe un peu partout. C'est le fait qu'il y ait plus de familles monoparentales, de personnes qui habitent seules et de personnes qui sont parfois en relation mais qui tout simplement préfèrent garder chacune un logement. Ces familles recomposées et ces modèles familiaux plus modernes tentent à prendre plus de place, augmentant ainsi la demande, et avec une demande en espace plus importante et des espaces qui ne sont pas extensibles, naturellement, il y a une sélection qui doit se faire pour savoir qui va habiter dans ces endroits. Et cette sélection, comme on est aux États-Unis, elle se fait par l'argent. Mais cette demande importante n'explique pas tout. Le deuxième ingrédient clé, c'est les fortes inégalités qui vont complètement déséquilibrer le marché. Le fait qu'une personne seule puisse acheter une villa de 2000 m² avec un parc et des palmiers à Los Angeles a forcément un impact sur les possibilités de logement des autres habitants. Plus impactant encore, il y a des fonds de private equity immobilier qui développent des complexes de luxe ultra rentables dans la plupart des quartiers des grandes villes, ce qui augmente souvent le prix de tous les logements dans le voisinage. Mais surtout, le troisième ingrédient, la cerise sur le gâteau aux États-Unis, ce sont les lois d'urbanisme local. La Californie est un des États les plus riches de la planète, dans lequel habitent beaucoup de personnes avec des moyens énormes, souvent dans des quartiers spécifiques. Et dans ces quartiers spécifiques, ils mettent en place des lois d'urbanisme extrêmement strictes qui empêchent toute personne ayant des moyens normaux de s'installer. Par exemple, en mettant en place des lois qui interdisent toutes les constructions d'immeubles et qui privilégient la construction de maisons individuelles d'une certaine dimension. En théorie, c'est fait pour s'assurer que les quartiers en question gardent une certaine homogénéité architecturale, qu'ils restent des quartiers d'habitation, ou pour que les écoles locales ne soient pas surchargées, ou pour ne pas créer d'insécurité, etc., etc. Mais en pratique, cela sert surtout à augmenter les prix de l'immobilier dans le secteur et à exclure les familles moins riches qui ne pourront jamais s'offrir de maisons individuelles dans ces zones-là. Cette manipulation des lois d'urbanisme et la constitution de communautés de propriétaires très puissantes à l'échelle locale font que dans ces quartiers excessivement recherchés, avec un foncier qui devrait normalement être utilisé de manière verticale pour pouvoir accueillir un maximum de personnes, on se retrouve avec des villas d'une inefficience totale en termes de gestion des espaces. Si vous vous rendez à Palo Alto, l'un des quartiers les plus chers du monde, avec un prix médian de la maison à 3,6 millions de $ et un foncier évidemment extraordinairement recherché, vous ne verrez pas d'immeubles
que des grandes maisons individuelles avec des grands jardins. Évidemment, si dans une ville vous prenez 90% du terrain pour faire des villas avec jardin et loger 1000 personnes, c'est autant de terrain en moins pour faire des immeubles qui pourraient en loger 10 000. C'est un phénomène connu aux États-Unis sous le nom de NIMBY, Not in my backyard, reconnu par la plupart des gens comme étant un problème majeur. Mais sans législation à l'échelle nationale, le conflit d'intérêts à l'échelle locale est tout simplement trop grand pour que quoi que ce soit modifié. Parce que tout ça, c'est très avantageux pour les habitants de ces quartiers. Une fois que vous possédez une maison là-bas, que l'offre est divisée par 10 parce qu'il y a des règles d'urbanisme extrêmement strictes, hop, les prix s'envolent et vous pouvez revendre avec une super plus-value. Quand vous avez votre maison, les problèmes des autres pour se loger ne vous concernent plus directement. Et comme les conseils municipaux et ce type d'instances sont composés de résidents, le débat est très vite clos. Avec ces 3 éléments, le cocktail est prêt et on se retrouve quasiment avec un continent entier, 20 millions de kilomètres carrés sur lequel le prix du logement est inaccessible pour le salaire médian. L'utilisation de l'espace avec une telle inefficacité, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins sur le vieux continent parce que culturellement, l'Amérique du Nord, c'est une terre avec des espaces énormes dans lesquels la place est devenue un problème que très récemment, alors qu'en Europe, la gestion des espaces et l'urbanisme intelligent, c'est quelque chose de beaucoup plus ancré dans notre culture et dans notre histoire. Donc certes, on fait mieux que l'Amérique du Nord. C'est plutôt facile, mais est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Historiquement, la France est, au contraire des États-Unis, un exemple mondial de planification d'urbanisation réfléchie. La transformation de Paris sous le Second Empire, selon la vision de Napoléon III et la direction du baron Haussmann, est un des plus grands exemples historiques de planification et de transformation urbaine. On parle d'un projet titanesque qui a doublé la taille de la ville et qui a transformé un Paris défini par le philosophe Victor Considérant comme un atelier putride en ce qui était pour l'époque une ville incomparable avec quoi que ce soit d'autre sur Terre et qui est toujours aujourd'hui considéré comme assez unique. Donc on devrait savoir mieux que personne que la planification urbaine, ça marche, c'est efficace, pourvu qu'elle soit faite avec un peu d'ambition et des objectifs alignés avec ceux de la population. Un des points assez novateurs pour l'époque, c'est l'idée de verticaliser au maximum la ville. À cette époque, la norme a été fixée à 6 étages. 150 ans plus tard, quand on regarde le paysage des banlieues françaises, on trouve régulièrement des maisons à 1 ou 2 étages. La hauteur moyenne des bâtiments construits en petite couronne est légèrement plus basse que celle des bâtiments construits à Paris sous le Second Empire. L'idée n'est pas de faire des bâtiments de 200 mètres de haut, mais pour des raisons assez basiques d'utilisation de l'espace, de la même manière qu'on a aujourd'hui une hauteur maximale au-delà de laquelle on ne peut plus construire, il est étonnant qu'il n'y ait pas de hauteur minimum, pas de norme d'utilisation des espaces dans des secteurs où la demande en logement est pourtant très importante. D'autant plus que depuis une loi sur l'artificialisation des sols, avec un objectif de 0 artificialisation nette, si la surface au sol reste la même, il va bien falloir augmenter un peu la surface verticale. Sinon, la quantité de logement ne va jamais suivre les besoins. C'est une question physique assez basique. Mais au-delà de ces règles assez élémentaires, il est dommage de ne pas avoir plus de planification, quand on sait que c'est une solution qu'on voit généralement très bien fonctionner. C'est une compétence qu'on a pourtant gardée, notamment dans la ville de Plessis-Robinson, en Île-de-France, qui a reçu de nombreux prix d'urbanisme pour ses cités jardins. Et effectivement, c'est très beau. Et quand les Américains voient ça, ils deviennent complètement fous. Et croyez-le ou non, il y a une vidéo à 3 millions de vues sur Plessis-Robinson faite par un Américain avec 4500 commentaires en extase devant la beauté de ce qu'on considérait comme assez standard. Concrètement, si on ne met pas en place ce genre de doctrine à l'échelle nationale, si on refuse d'aller vers plus de planification immobilière, on se dirigera vers un modèle américain. Il y a aujourd'hui que 2 grandes options. À moins qu'on n'ait pas réellement besoin de plus de logements et qu'on fasse simplement mieux avec ce qu'on a déjà. C'est la vision du Shift Project sur la question, qui propose des solutions concrètes pour créer un parc immobilier accessible et durable pour tous, sans passer par la solution de facilité de construire toujours plus. Chez Goodvest, on partage beaucoup cette vision. Faire mieux avec ce qu'on a déjà, là où c'est possible. C'est pour ça qu'on lance en février une nouvelle offre d'investissement dans des sociétés civiles immobilières, ou SCI, qui pratiquent le recyclage urbain. En gros, ce sont des sociétés qui investissent dans des parcs immobiliers et quand des locaux ou des logements deviennent vacants, elles les mettent à disposition d'associations, d'artistes ou d'entrepreneurs. Ça, c'est une utilisation intelligente et efficace d'espaces déjà existants. Sinon, on propose aussi un livret d'épargne. Donc un peu comme le livret A, votre argent reste complètement disponible et sécurisé et vous avez un taux d'intérêt qui est garanti. Mais là où ce livret Goodvest fait vraiment une différence, c'est qu'il permet de soutenir l'immobilier durable via le financement de travaux de rénovation et d'amélioration énergétique et de l'investissement dans des biens résidentiels classés A, B ou C. Si vous voulez contribuer au développement d'un secteur immobilier plus durable à la fois pour l'environnement et pour les gens, je vous laisse plus d'informations
dans la description. J'ai dit en introduction que la France avait besoin de 500 000 logements supplémentaires par an. Mais en réalité, ce chiffre est très débattable. Quand on regarde le détail des calculs qui donnent ce résultat, on voit par exemple un besoin de 100 000 logements supplémentaires par an pour des résidences secondaires. Alors, sans doute que ces chiffres doivent venir d'intentions d'achat, mais est-ce qu'on est vraiment obligé, pour avoir un parc immobilier fonctionnel, de construire 100 000 nouvelles résidences secondaires par an? Pourquoi ne pas mettre un ordre de priorité? Pour chaque résidence secondaire, un logement à loyer modéré de surface équivalente qui devrait être construit dans une zone sous tension. Et pareil, dans ces chiffres, on trouve 50 000 nouveaux logements par an pour maintenir le taux de vacances nécessaire à la bonne fluidité du marché immobilier. Alors encore une fois, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est une priorité? Une priorité qu'on doit mettre dans le même panier, dans le même niveau de priorité que la construction de résidences principales pour des gens qui en cherchent ou par exemple pour la construction de HLM. Et même les parties dans ces chiffres qui paraissent être les plus nécessaires, 116 000 pour répondre aux évolutions démographiques et sociétales ou encore 122 000 qui doivent contribuer à résorber le mal logement, est-ce qu'on ne pourrait pas répondre à ces défis avec le parc existant? Oui, en France, on l'a dit, il y a plus de 4 millions de mal logés et autour de 8% des logements en surpeuplement modéré ou accentué. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est qu'il y a en même temps 24% de logements en sous-peuplement modéré, 21% de logements en sous-occupation prononcée et encore 24% de logements en sous-peuplement très accentué, ce qui correspond à 3 pièces totalement vides ou qui servent de placard ou de débarras. Quasiment un logement sur 2 aujourd'hui a nettement plus d'espace que ce qui est réellement nécessaire, contre 8% suroccupés. Et cela, y compris dans les zones à très forte demande. En utilisant un peu plus judicieusement l'espace dont on dispose, résoudre le mal logement n'est pas si complexe. À l'échelle nationale, on a plutôt une surcapacité d'espace et la France est le 3e pays d'Europe avec le plus de logements par habitant et une surface habitable par habitant qui est importante. La grosse majorité des problèmes de logement peuvent donc être réglés par une meilleure répartition. Le Shift Project, en prenant en compte cette réalité physique, demande une production de 120 000 nouveaux logements par an, ce qui est extrêmement inférieur à la demande de 500 000 des professionnels du secteur. Alors attention parce que cette nouvelle production ne tient que si on change drastiquement la réglementation en place. Ça tient que si on arrête la production de résidences secondaires, qu'on réorganise en profondeur le parc immobilier et qu'on met en place des efforts de rénovation 10 fois plus importants que ce qu'on fait actuellement. Donc faut pas se dire que c'est bon, le Shift Project parle de 120 000 logements, donc on est bon. Ce sont 120 000 logements si on transforme complètement la loi, ce qui est malheureusement pas du tout d'actualité aujourd'hui. La question du logement est un problème éminemment politique. On est dans un triangle à 3 équations. Les intérêts économiques des acteurs du secteur et des propriétaires, les intérêts écologiques qu'on a tous, sur l'artificialisation des sols et l'efficacité énergétique par exemple, et les intérêts sociaux, notamment le fait de pouvoir loger dignement tout le monde à des prix abordables. Même si, dans une certaine mesure, ces axes sont compatibles et qu'il est théoriquement possible d'avoir une société qui cumule ces 3 caractéristiques, dans la pratique, souvent, il faut faire des choix, des arbitrages. Dans les prochaines années, on va choisir un ordre de priorité sur ces 3 notions. Et j'espère qu'on fera le bon choix. Voilà, c'était Aurore. Merci à toutes et à tous. J'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine.